Bonsoir, bienvenue. Le bien-être à l'école, c'est ce que vous souhaitiez à la rentrée 2023. 5 mois après, est-ce que les conditions d'accueil des internes s'améliorent? En tout cas, c'est l'objectif qui a été fixé depuis la prise de fonction. C'est important que les élèves se sentent bien, notamment en ce qui concerne les internes, puisqu'ils quittent leur noyau familial. Ils ont besoin d'être encadrés dans les meilleures conditions possibles pour justement favoriser la réussite scolaire. Des travaux vont débuter au lycée Diadème, on l'a vu. Font-ils partie du plan Marshall dont vous avez parlé dans votre lettre de rentrée pour une série de constructions? Tout à fait. Donc, il y a eu plusieurs appels d'offres, dont certains lots n'ont été jugés infructueux. Donc, il faut relancer l'appel et normalement, les travaux devaient commencer au mois de juin. Alors aujourd'hui, vous étiez à Mooréa pour tenter de régler les problèmes de transport. Ce matin, au collège de Popo, de nombreux élèves étaient en retard. Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour trouver le nombre de bus nécessaires? Alors, nous sommes désolés de cette situation. C'est normal qu'on essaie de faire le maximum. Mais c'est un changement radical, puisque au départ, il y avait 15 bus. Donc, suite à la rupture de contrat avec la société RTU, donc on s'est retrouvé avec 10 bus seulement, mais on cherche des solutions. Et donc, en principe, il y a deux autres bus qui devraient arriver cette semaine pour pouvoir remédier à cette situation. Toujours dans ce collège de Popo, une professeure de mathématiques n'est pas remplacée depuis le 23 octobre. Elle ne reviendra qu'en avril. Que dites-vous aux parents d'élèves dans ces cas-là? Alors, c'est vrai que c'est une situation difficile. Normalement, un dispositif qui a été mis en place, il s'agit du pacte, pour permettre justement aux professeurs qui sont en poste de pouvoir remplacer dans l'immédiat. Et dans le cas d'un remplacement de courte durée, les professeurs, les collègues qui sont absents. Mais c'est vrai aussi que parfois, il est difficile de trouver des personnes capables de remplacer à l'instant. Donc après, ça suppose qu'il y a des discussions qui se font, notamment en partenariat avec le vice-rectorat, pour voir éventuellement quelles sont les personnes les plus habilitées, les plus aptes justement à remplacer. Oui, parce que ce n'est pas un cas unique, grossesse, départ à la retraite, maladie lors des épidémies. Les absences sont récurrentes, c'est quand même un problème majeur. C'est vrai que, comme je le rappelais à chaque fois, les enseignants, ce sont des êtres humains, ils tombent malades, ils ne sont pas à l'abri justement de tous ces microbes qui circulent. Il faut savoir que les établissements scolaires, ces écoles sont des nids à microbes. Donc les enseignants qui sont souvent en contact avec les élèves, et notamment dans les petites classes, forcément ils tombent malades. Ce n'est pas une excuse. Je ne suis pas en train de trouver une excuse, mais il faut aussi prendre en compte cette réalité. Merci, Monsieur le ministre. Restez avec nous. Je vous propose de nous rendre aux Australes pour un focus sur les élèves de Rapa. Les collégiens doivent quitter leur île pour poursuivre leur scolarité au collège de Tupuai. Pas d'aéroport à Rapa. Le voyage se fait à bord d'un cargo mixte, le Tuhape 4, qui dessert Rapa une fois par mois. James O. Roheyari Hariba. Après 36 heures de navigation dans une mer agitée, le navire Tuhape 4 accoste au quai de Tupuai. À son bord, une trentaine d'élèves inscrits au collège de Mataura. Ils sont accueillis par monsieur le principal en personne. C'était très important pour nous d'accueillir ces enfants parce qu'une fois qu'ils ont quitté leur famille, à Tupuai, nous devenons leur famille, leurs parents, leur maman, leur papa. En effet, les élèves de Rapa sont contraints de quitter leur Fénois après l'école primaire. Leur scolarité dans le secondaire se poursuit à Tupuai, pas toujours évident lorsque l'on n'a que 12 ans. J'étais un peu triste parce que je me suis séparée de mes parents. Ça me fait aussi de la peine. Et des fois, tu penses beaucoup à eux? Oui, quand je pleure. Le collège de Mataura dispose d'un internat avec 2 dortoirs séparés. Miwana et Ateham sont les 2 maîtres d'internat en poste depuis plus de 20 ans. On entame le deuxième trimestre qui fait les élèves de Rapa qui sont les 6e, donc ils ont eu un temps d'adaptation depuis la rentrée du mois d'août. Donc voilà, c'est vrai, c'est pas évident pour eux. Et petit à petit, ils s'intègrent, petit à petit, ils s'habituent sur les lieux et ils prennent leur repère et nous, on est là pour les encadrer. Si la scolarité des élèves de Rapa se déroule sans encombre ici à Tupuai, ils poursuivront leurs études dans les différents lycées de Tahiti. Ronit Elipaya, c'est toujours déchirant de voir ces enfants de 12 ans devoir quitter leur famille. Est-ce qu'ils ont la possibilité de rentrer chez eux à chaque vacances? En principe, oui, c'est prévu dans le cas du partenariat avec les transports pour faire en sorte que les enfants rentrent chez eux et ça fait partie justement du bien-être que l'on veut parce que c'est important
que si on veut que les enfants réussissent, mais forcément, il faut qu'ils aient un contact, ils restent en connexion avec les familles. C'est important. Oui, le bien-être à l'école, ça fait partie de votre, des sujets de votre lettre de rentrée, avec des élèves et des professeurs qui s'expriment pleinement dans leur langue et leur culture. Quel bilan d'étape faites-vous de ce côté-là? Écoutez, plusieurs dispositifs ont été mis en place justement pour essayer d'atteindre ces objectifs, depuis la prise de fonction. Il y a toute une campagne qui a été mise en place pour la lutte contre le harcèlement, ça c'est important. Il y a dans le cadre des remplacements la mise en place du pacte. Il y a aussi la mise en place du pôle des langues polynésiennes pour justement essayer de fournir le maximum d'outils à nos professeurs pour l'enseignement des langues polynésiennes et de la culture. Et enfin, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place, notamment s'agissant de la révision des programmes en histoire et en géographie pour essayer de fournir le maximum d'informations et de contenu pour transmettre à nos enfants le patrimoine culturel et identitaire. Et notamment sur le nucléaire, vous avez insisté sur ce thème? Oui, on a insisté. En fait, ça existait déjà depuis l'ancienne gouvernance, ça a été mis en place par l'ancienne gouvernance. En fait, on est là pour compléter les informations et essayer de fournir des informations les plus, comment dirais-je, fiables possibles, pour que l'élève, en tout cas, puisse se faire sa propre opinion. C'est important. Alors vous voulez mettre à terme des écoles, mettre en place des écoles immersives. Vous vous êtes entouré, vous le disiez, d'une task force, vous l'avez appelé ainsi, de spécialistes du bilinguisme. Où en est ce projet? Écoutez, dernièrement, je me suis rendu dans le cadre du dialogue de gestion en métropole et on a eu l'occasion de visiter des écoles d'Iwan, où effectivement les élèves passent le DNB et le baccalauréat dans la langue d'Iwan pour la plupart des matières, sauf peut-être en philosophie. Mais en tout cas, c'est une grande avancée. Si c'est faisable en France, pourquoi pas ici, dans notre pays, justement pour favoriser ça. Mais en tout cas, ce qui est important et ce qu'il faut mettre en place rapidement, c'est les outils que l'on doit fournir aux enseignants pour pouvoir contribuer à la mise en place de ça. Pour moins d'insécurité linguistique. C'est ça. Alors, hier, sur notre plateau, la syndicaliste Diana Yenko a dit combien elle avait été choquée par vos propos sur le blanchissement de la population ou l'invasion de métropolitains. L'ancien président Fritsch a écrit au procureur de la République. Solène Bellawar n'a pas encore décidé de la suite qu'elle donnera à cette affaire. Est-ce que vous maintenez vos propos? Écoutez, on me demande mon avis sur une idée. Donc, nous sommes dans un pays libre, puisque la liberté d'expression, ça fait partie bien de la démocratie, notamment en France. Et nous sommes aussi dans un pays qui prône la discrimination positive. Donc, je ne fais qu'exprimer une opinion. On me demande mon opinion par rapport à des propos qui ont été tenus. Mais encore une fois, je crois qu'il faut arrêter qu'on nous muselle. La liberté d'expression permet justement de partager nos idées. Et donc, on a aussi le droit de s'exprimer et de donner notre avis sur certains points qui peut-être dérangent. Mais parfois, on peut aussi exprimer ce que certains, ne pas dire la majorité, pensent tout haut. Peut-être que c'était tout simplement maladroit, parce que vous voulez éduquer contre le racisme, c'est vous qui l'écrivez, et pourtant vous tenez ces propos qui posent tout de même question. Mais j'invite justement ceux qui parlent de racisme à revoir la définition dans l'encyclopédie. Quand on parle de racisme, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut bien peser les mots avant de les utiliser. Je pense que c'est important. Vous allez en débattre peut-être devant la justice. Voilà, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je n'ai reçu aucun document. Donc je ne peux pas m'avancer sur les propos qui ont été tenus et notamment donner mon avis par rapport à ça. Un mot sur les boursiers. Hier, on a entendu des étudiants boursiers qui rencontraient des difficultés à recevoir leur bourse. Le montant n'était pas viré sur leur compte. Que se passe-t-il au niveau du pays? En fait, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas parce que ce gouvernement est en place que tout d'un coup, il y a des difficultés. Non. C'est vrai qu'on a là, on entre dans une autre session budgétaire. Au mois de janvier, c'est toujours ce qui se passe. Mais ils vont recevoir bientôt leur bourse. Donc, ils doivent être rassurés ce soir. Je tiens à les rassurer. Merci beaucoup, Onit Elipaya. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Éducation. Merci d'avoir été avec nous ce soir.